Dès qu'on sort de l'avion au Congo, on se rend compte automatiquement qu'on est arrivé là où le désordre règne. On est dans un autre monde. Oh là là, on se bouscule partout, on se tiraille partout. Déjà à l'aéroport. Déjà à l'aéroport. Les premières tracasseries. Ah oui, commence. Vous savez déjà qu'ici, Nakomi, Nakoswana. On ne respecte pas la queue. Quand vous êtes dans le hall, c'est le chaos total. Et dès que vous sortez de l'aéroport, vous découvrez un autre monde. Oh là là, les Wewa, les véhicules qui roulent à contresens, et les 207, les gens qui traversent en sautant des tronçons à haute vitesse, c'est fou. C'est fou et vous avez besoin d'un petit temps d'adaptation, vous voyez, pour vous reconditionner. Donc vous êtes passé d'un bout à l'autre. Ah oui, ah oui. Deux extrêmes. Effectivement, que vous passez d'un monde où tout est plus ou moins organisé, coordonné. À l'anarchie totale. À l'anarchie totale, où tout le monde fait pratiquement ce qu'il veut. Les Wewa, ils passent, ils te bousculent, ils te cognent. Les PCR, ils te rançonnent un peu. Oh là là. Et bon... Mais à la fin, on est chez soi. On est chez soi, on en rigole. On en rigole, mais nous ne devons pas continuer à nous y complaire. Ouais, il faut que nous pensions à changer les choses. Il faut penser à nos enfants. Il faut penser à ce que nous allons léguer à ceux qui viendront après nous. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Monseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur votre chaîne. Qui sera le tout premier condamné à mort à être exécuté? Si on est très impatient depuis qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Il y a 3 jours, quelques pays occidentaux se sont prononcés contre l'exécution de la peine de mort, qualifiant la décision du gouvernement d'un incroyable recul. Kinshasa, on signe persiste et d'ailleurs on pointe du doigt accusateur ceux qui se montrent opposés. On dit qu'ils sont complices. On verra ça tout à l'heure dans l'émission. L'actu est très abondante. On reviendra également sur des éléments supplémentaires que nous avons dans l'affaire Chérubin au Kinde, mais vu de la diaspora. Quel regard porte-t-on sur le Congo? Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous recevons un compatriote qui est partagé à cheval entre Kinshasa et le Royaume-Uni. Là-bas, d'ailleurs, où nous avons une forte communauté qui nous suit. Nous recevons aujourd'hui pour vous M. Olivier Ngondé. On n'a pas massacré votre nom. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. On est tout en noir. Bienvenue d'abord. Comment allez-vous? Tout en noir. Quel symbole? Quelle est la symbolique? Il n'y a aucune symbolique particulière. Hein.
Je me suis juste Ça senti symbolise le bien deuil, que- évidemment, mais bon, on dira... Oui, on peut le dire aussi. quelque Si sorte, on... mais ça va. Je vais m'accrocher à la situation que nous vivons actuellement. Ça veut dire ce que nous avons comme problème au niveau de l'Est, les compatriotes que nous avons perdus récemment, oui. On est dans un deuil Nous permanent. sommes- Exactement. Exactement. On est content que vous soyez là. Merci. Bienvenue chez nous. Merci à vous. Vous aussi, vous pouvez faire comme lui et prendre la parole chez nous. Vous vivez à l'étranger, vous êtes de passage à Kinshasa et que vous souhaitez parler. Ah, c'est pas magique. Le numéro est là affiché. Contactez-nous et notre équipe de réalisation va vous programmer. Vous vivez au Royaume-Uni. Dans quelle ville exactement? Londres. Ah, vous vivez à Londres. Oui. Allez, à Londres, on fait un clin d'œil à Sandra Nkoulou qui nous suit là-bas. Il y a également d'autres personnes, on ne saura pas vous citer tous. Comment la vie se passe là-bas en communauté? Elle est comme partout ailleurs. Hein. Bon, mais si je dois parler de la communauté congolaise, Ouais. elle est à la fois bonne et mauvaise. Dans quel sens? Dans le sens où nous n'avons pas une communauté très, très, très soudée, très, très solide et surtout organisée. Par rapport, si nous devons comparer par rapport à la communauté juive, la communauté éthiopienne, la communauté malienne, ghanéenne, belge ou française. Les Nigérians. Les Nigérians. La communauté congolaise n'est pas très organisée. Elle n'est pas très pro. Ça, c'est dans tous les pays, malheureusement. Malheureusement, oui, malheureusement. Mais il y a aussi une majorité congolaise, une majorité que j'appelle la majorité silencieuse, des Congolais qui évoluent bien dans leur secteur, dans leur domaine, et des Congolais aussi qui sont quand même actifs au niveau du pays. Il n'y a pas de structure là-bas où vous arrivez à vous rassembler quand même une fois par trimestre, par les pays. En termes globalisants, non. Il n'y a pas de structure pareille. Mais bon, des petites organisations isolées ci et là, oui, Pas d'initiative non plus portée par l'ambassade, tout ça. Non. L'ambassade congolaise, avec l'ambassadeur actuel, n'est pas si actif que ceux de l'époque, que ses prédécesseurs. Non, je dirais non. Il n'y a pas tellement d'initiatives comme ça. Donc si un Congolais est en détresse là-bas, il est en difficulté, il va compter sur soi-même, lui-même, d'abord ses lui-même, proches. D'abord lui-même, d'abord ses proches et les membres de la communauté qui vont bien vouloir, par solidarité, s'associer à lui. L'ambassade, en tout cas, je ne pense pas que dans le sens du Congolais, c'est la première structure à laquelle un Congolais penserait à se référer. Ouais, je ne le pense pas. Oh là là, dommage. Je ne le pense pas. Et ça, c'est le lieu de le dire, c'est partout. Comment expliquer que nous soyons aussi désorganisés, que nous n'ayons pas le sens de l'organisation, que partout nous sommes Congolais, parce que réputés dans le désordre, dans les nini, tout ça. C'est quoi le problème? Moi, je pense que tout part d'ici, tout part de la source. Vous voyez, c'est quoi être Congolais? Est-ce que le terme Congolais a une essence? Est-ce que être Congolais a une âme? Vous voyez, quand on dit être Américain, il y a une âme, il y a une quintessence derrière ça. Être français, être, je ne sais pas moi, belge, hongrois. Vous voyez, il y a quelque chose attaché à ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui nous attache au fait d'être Congolais? Qu'est-ce qui fait que nous puissions avoir une identité commune, une âme commune, comment je dirais, une idéologie? Il n'y en a pas. C'est des valeurs communes. Ouais. On n'en a pas, on n'a pas de repères en fait. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Et du fait que nous n'ayons pas ces fondamentaux, ça nous empêche d'être unis, d'être cohésifs et de nous organiser. Et ça, c'est un travail qui doit être fait d'abord ici, Effectivement. à la source, à la base. Effectivement, parce que c'est la source qui impulse au reste. Voyez? Oui. Qu'est-ce qui nous met ensemble? Qu'est-ce qui nous unit, nous, Congolais? Ça, on ferait bien venir le sénateur Didier Moumengi ici pour qu'il nous en parle, ou encore l'ambassadeur Henri Mova, j'espère bien qu'il acceptera de parler. Mais vu de Londres, Olivier Ngwende, quel regard vous avez porté sur les dernières élections qui se sont passées ici?
Elles étaient tout simplement chaotiques. C'est le cas de le dire. Vous voyez, imaginez-vous dans un pays comme le Royaume-Uni n'a pas voté, c'est ça? Vous n'avez pas voté? Le Royaume-Uni n'a pas voté. Ok. N'a pas voté. Mais imaginez-vous, par exemple, dans des élections dans un pays comme le Royaume-Uni, retrouver des instruments qui doivent appartenir à la commission électorale ou à l'organe qui organise les élections dans la rue, dans des maisons d'individus. C'est impensable. Oh là là. Ne fût-ce qu'une machine aurait été une raison pour annuler toutes les élections. Vous voyez? Mais bon, ici, on s'est dit, on fait avec et... On parle d'erreurs matérielles, on parle d'erreurs matérielles graves. D'erreurs matérielles graves. Une élection est liée à la crédibilité. Une élection est liée à la transparence. Vous voyez, alors, dès que nous avons des éléments qui empiètent ces fondamentaux d'une élection, c'est un gros ça ne va pas. Ce ne sont pas des petits ça ne va pas, c'est un gros ça ne va pas. Vous voyez, les élections ne sont pas parfaites, même dans les pays développés, mais on essaye au maximum de minimiser les dégâts. Sur 100%, on peut parler de 98 ou 95% de réussite. Vous épousez donc la thèse de l'opposition qui pense que ce n'était pas une élection, mais plutôt un simulacre d'élection. Bon, simulacre, je ne sais pas. Je ne prendrai pas... ma façon de voir n'est pas par rapport à celle des opposants. Parce que je ne pense pas que ces opposants-là, s'ils étaient à la place de ceux qui ont organisé les élections aujourd'hui, auraient fait mieux. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Mais moi, je le vois d'un point de vue tout à fait réaliste. Donc, je m'en tiens aux faits. S'il faut améliorer les choses, on commencerait par quoi? On commencerait par globalement, moi c'est ce que je pense. Oui, votre point de vue. On penserait par globalement remettre les pendules à zéro. Vous voyez, l'élection ne reflète que l'état général du Congo, ne reflète que l'état général de la société congolaise. Vous voyez, le désordre caractérisé, le manque d'organisation criant. C'est en fait le reflet. Vous voyez, donc moi je pense que tout devrait être d'abord remis à zéro. Nous devons mettre un stop. Vous voyez, essayer un peu de réfléchir en tant que peuple, en tant que nation. Voir d'où nous sommes partis et d'où nous sommes partis, voir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Faire une évaluation. Moi, je pense qu'il est temps. Vous voyez, je n'ai jamais été de ceux qui rêvent et pensent que l'élection, c'est le coup de baguette magique qui va donner l'impulsion. Non, non. La plupart des politiciens, des personnes qui viennent avec leurs discours, ce sont des discours purement démagogues. Vous voyez, c'est plus le processus de haute-toi que je m'y mette. Vous voyez, quand on n'est pas aux affaires, on parle bien, on critique les autres, mais une fois qu'on est aux affaires, on fait tout à fait le contraire. Vous voyez, moi je pense que les élections, pour le moment, le Congo ne va pas solutionner ses problèmes de par juste des élections. Non. Moi, je pense plutôt que le Congo... Pourtant, l'on pensait que c'était l'alternative. Oh non. Kabila est mauvais, il faut le faire remplacer par un autre. Avant lui, Mobutu était mauvais, il faut le faire remplacer par un autre. Mais il n'y avait rien eu après. Il n'y avait rien eu après. Et je parie, et je vous le dis, qu'avec le président actuel, ça va être la même chanson. Ah, il est mauvais, il est mauvais, il est mauvais, il doit partir, il faut le remplacer par un autre. Et tant que les fondamentaux ne seront pas revus, même le prochain qui viendra va échouer. Il va échouer. Alors, ici, certains qui ont perdu espoir n'ont plus qu'un seul projet, quitter le Congo. J'aimerais savoir, vous qui vivez à l'étranger, comment la vie se passe là-bas? Est-ce que c'est si paradisiaque qu'on le pense? Au point que certains sont obligés de vendre des parcelles familiales pour pouvoir immigrer. La vie n'est pas du tout paradisiaque. C'est une illusion. C'est une utopique de le dire. En Occident, ce sont des sociétés où les gens travaillent durement. Ouais. Et ce sont des sociétés comme par exemple le Royaume-Uni, elles travaillent 24 heures sur 24. Il y a des shifts. Ceux qui commencent le matin, quand ils terminent les après-midi, il y a un autre shift qui entre et qui continue. La vie ne s'arrête pas. Vous voyez? Mais la différence, c'est qu'il y a quand même certains fondamentaux qui sont garantis. Il y a des problèmes qui sont dépassés. Manger, s'habiller,
le logement. Vous voyez, la société, de manière globale, s'est arrangée pour qu'elle se garantisse, ne fût-ce que ces minima, pour la majorité de la population. Alors, le reste, ce qui va tenir à l'élévation du niveau de vie, ben, elle va dépendre de l'individu, des activités de l'individu et de sa capacité à s'élever, ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais au-delà de ça, d'un point de vue réaliste, l'Europe n'a rien. L'Europe, l'Amérique, l'Asie, nulle part n'est paradisiaque. Vous voyez, ce qu'on envie ailleurs, nous pouvons le faire aussi chez nous. Donc nous allons revenir à ce que j'ai dit précédemment, ce sont les fondamentaux. Vous voyez, mais nous, on est encore des loin quand même. Très, très loin. Pas loin, mais très, très loin. Il faut des siècles pour rattraper le retard. Il faut des siècles. Et quand je vois l'amusement dans lequel nous sommes ici, quand je vois des gens qui s'amusent encore en plein 21e siècle à jouer à ce jeu de flatterie, à ce jeu de corruption, de s'amuser avec le caisse de l'État, jouer avec les biens de l'armée, négliger les infrastructures de base. Je me dis, mais on rêve, on est encore... on est encore très, très loin. Très, très loin. Très, très loin. Nous ne nous sommes pas encore mis au travail. Pas encore. Oui, on a un peuple qui est plutôt plus dans la distraction. Mais oui. Ouais. Mais oui. On aime des futilités, des petites polémiques, et mais jamais dans le sérieux, le concret, ce qui peut nous faire développer. Exactement. Et quand vous arrivez ici, Olivier Ngouende, de l'aéroport jusqu'à la maison, qu'est-ce qui vous frappe sur votre chemin? Un bien ou un mal? Commençons par le mal et terminons par le bien. Je vais commencer par le bien. Le bien. Par le bien, c'est inversant. Oui, on va se dire, ouais, on va arriver, on va voir les amis, les connaissances, la famille. On va reprendre nos petites activités que nous avons laissées au pays. Et ça, c'est le bon côté. Mais dès qu'on sort de l'avion au Congo, on se rend compte automatiquement qu'on est arrivé là où le désordre règne. On est dans un autre monde. Oh là là. On se bouscule partout. On se tiraille partout. Déjà à l'aéroport. Déjà à l'aéroport. Les premières tracasseries. Ah oui, commence. Vous savez déjà qu'ici, Nakomi, Nakoswana. On ne respecte pas la queue. Quand vous êtes dans le hall, c'est le chaos total. Et dès que vous sortez de l'aéroport... vous découvrez notre monde. Oh là là. Les Wewa, les véhicules qui roulent à contresens, et les 207, les gens qui traversent en sautant des tronçons à haute vitesse, c'est fou. C'est fou et vous avez besoin d'un petit temps d'adaptation, vous voyez, pour vous reconditionner. Donc vous êtes passé d'un bout à l'autre. Ah oui. Ah oui. Deux extrêmes. Effectivement. Que vous passez d'un monde où tout est plus ou moins organisé, coordonné. À l'anarchie totale. À l'anarchie totale, où tout le monde fait pratiquement ce qu'il veut. Les Wewa, ils passent, ils te bousculent, ils te cognent. Le PCR, ils te rançonnent un peu. Oh là là. Et bon... Mais à la fin, on est chez soi. On est chez soi, on en rigole. On en rigole, mais nous ne devons pas continuer à nous y complaire. Ouais, il faut que nous pensions à changer les choses. Il faut penser à nos enfants. Il faut penser à ce que nous allons léguer à ceux qui viendront après nous. Voyez, à ce moment, il fait très chaud à Kinshasa et il n'y a pas d'électricité. La preuve, c'est que sur le plateau, on ne sait pas voir la climatisation parce que notre générateur ne nous permet pas d'alimenter la clim. Donc, quand vous arrivez, vous me dites, mais on dirait que le problème de l'électricité est général, c'est partout qu'il n'y a pas de courant. Ouais. On dirait, parce que hier, c'est un peu partout que j'ai remarqué qu'il y avait ce problème d'électricité. Et ce n'était pas résolu. Beaucoup d'endroits ont passé la nuit sans électricité. À Londres, quand il y a coupure, est-ce qu'on vous prévient? Ah non, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Non, ça serait un fait bizarre, en fait. Il y a eu forte pluie, des câbles ont eu de problèmes. Non, ça serait étrange. Mais ça serait étrange. Je ne l'ai vécu qu'une fois. Ça s'appelle le power surge. Une fois, et c'est des secondes. Hein. C'est des secondes, mais en termes généraux, ne pas avoir l'électricité, ne pas avoir d'eau, c'est inimaginable, en fait. Non, c'est un droit. Vous voyez, quoi d'autre vous marque quand vous arrivez à la maison quoi d'autre vous marque? Vous n'avez pas laissé le saut de mouton, c'est ça? Aussi. Je vous viens arrivez et pars de temps en assez souvent. Oui, je viens et pars assez souvent. Il y a quand même un boom immobilier ici. Vous
retrouver de nouveaux immeubles qui poussent, même s'il y en a qui sont très mal construits et qui finissent par s'effondrer. Le boom immobilier pour quel marché de consommation? Ah, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Pour quel marché de consommation? Le boom immobilier pour résoudre quel problème? Le problème de logement? Le problème d'infrastructure? Pour résoudre quel problème? Le boom immobilier, c'est bien. Mais si c'est un boom qui va dans le sens où n'importe qui peut se lever aujourd'hui et dire, voilà, je vais me construire un immeuble où je veux, sans respecter les normes, sans suivre un plan cadastral. Il y en a un qui s'est effondré, enfin, ici à la Gombe. Et le boom immobilier, c'est bien, c'est beau. Mais regardez comment Kinshasa est cloîtré, comment nous sommes encastrés juste dans un petit bout de la capitale. Et pourtant, il y a de l'autre côté, après l'aéroport, où c'est vide. Vous partez de Maluku jusque Bankana, Mongata, partout là, il n'y a rien. C'est vide. Moi, je crois qu'il faut... On se coince ici dans la petite partie de Kin, où un appartement moyen vous revient autour de $1000 pratiquement. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et on a quel pouvoir d'achat? Exactement. Voyez, donc moi, je pense qu'il faut un véritable plan urbanistique. L'État doit s'imposer. L'État doit s'imposer et tracer un véritable plan urbanistique. Kinshasa, aujourd'hui, le problème d'électricité, le problème d'eau, est aussi lié au fait que la démographie est beaucoup plus avancée que les infrastructures. Les infrastructures ne suivent pas. La SNEL est surchargée. La régie des eaux est surchargée. Avec des réseaux vétustes. Exactement. Les routes sont surchargées. Voyez. Donc moi, je pense que pour la ville de Kinshasa, pour résoudre certains problèmes, il faut faire comme ils avaient fait au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, pendant la guerre mondiale, n'avait pas été si détruite que le reste de l'Europe. D'où il y avait un coin du Royaume-Uni qui était resté vétuste avec les anciens immeubles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une autre ville de l'autre côté de la rivière. D'où vous verrez les nouveaux bâtiments, les gratte-ciel et ainsi et ça, pour désengorger l'autre partie de la capitale. Et la construction, pour le cas de Kinshasa, devrait maintenant se faire suivant un plan. Vous voyez, un plan pour l'eau, pour l'électricité, avec les tuyauteries, le câblage de téléphone, tout ça, les hôpitaux, les industries qui vont suivre avec. Il faut un véritable plan pour construire de l'autre côté de la ville, désengorger Kinshasa ici et commencer à petit refaire de la meilleure façon le reste de la capitale. Et comme ce n'est pas fait, on est condamné à vivre dans cette promiscuité inouïe carrément. Exactement. Et le soir, quand il n'y a pas d'électricité, tout le monde sort ses chaises et voilà. On se met sur les emprises publiques et tout ça. Bon, on dit, ça tolingaka bongo. Non, tolingaka bongo te. To se conditionner na vétusté wana. Et ce n'est pas que tolingaka bongo, non. Parce que je pense qu'ils ont quand même une situation inconfortable. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas que on se complaire dans cette médiocrité-là. Non. Ok, c'est la situation actuelle. Nous n'allons pas continuer à nous plaindre. Soyons proactifs. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème? Parce que si nous nous mettons dans la complaisance, le problème ne sera pas résolu. Nous allons passer, il va s'empirer, et c'est ce que nous allons léguer aux enfants. Ah non. Vous pensez à un moment donné que les Kinois, ils sont pas exigeants? Pas du tout. Vis-à-vis de leurs dirigeants. Non seulement vis-à-vis de leurs dirigeants, mais vis-à-vis d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, oui. Vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce qu'avant de parler du dirigeant, il faut aussi se voir nous-mêmes. Comment est-ce que nous nous comportons dans nos quartiers, dans nos avenues, dans nos maisons, avant de toucher aux dirigeants? Vous voyez? Allez, il faut qu'on change. Il faut que ça change. Sinon, un jour, nous risquons de nous réveiller comme ça. La ville n'existe plus. Ah oui. Alors, vous arrivez au pays au moment où, j'espère que vous passez du bon temps, vous qui nous regardez. Merci beaucoup. Et comme on a dit, vous êtes des passagers ici, vous souhaitez prendre la parole chez nous. Vous êtes le bienvenu. Aujourd'hui, c'est Olivier Ngwende à qui nous accordons la parole. Vous êtes arrivé en ce moment, il y a 2 jours, on venait d'enterrer Chérubin au Kinde. Visage bien connu, c'est un nom que vous avez connu ou un personnage que vous avez eu à rencontrer? Oui, c'est une personne que j'ai connue et c'est une personne avec qui nous avons fait aussi la campagne de l'ancien chef de l'État à l'époque des élections de 2011. 2011, je crois. Ah oui, il était dans l'ancienne AMP ou MP. Oui. Donc, je ne l'ai pas connu de manière très personnelle, mais c'est un visage qui m'est familier. Et
Et voilà, et c'est un événement malheureux. Quel souvenir vous gardez de lui? Pas de souvenir particulier. Ouais. Pas de souvenir particulier. Mais que c'est un compatriote. Il a eu à gérer la chose publique aussi. Donc je reste dans ce cadre-là. Et je regrette la manière par laquelle il a dû perdre la vie. Personne ne souhaiterait cela à lui-même, ni à un proche, ni à son prochain d'ailleurs. On dit qu'il s'est suicidé, il s'est lui-même donné la mort. Bon, je ne sais pas. C'est la version officielle, c'est la version de la justice, mais il y a aussi la version de la rue. Il y a aussi ceux qui contestent cette version des faits. Donc je ne suis pas le mieux placé pour dire c'est l'un ou l'autre, mais comme tout le monde, j'émets aussi des doutes, je suis sceptique sur certains faits tels qu'ils ont été relatés. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Sa famille dit que tous les temps qu'ont duré ses obsèques, ils n'ont rien bénéficié, ni de l'État, dont il a été ministre des Transports, ni de l'Assemblée nationale. Il est mort en tant que député. Ça aussi, ça devait vous choquer, mais surtout l'absence des dirigeants à ces obsèques. Oui, mais moi je pense que c'est un peu justifié. Ok. Dans le sens où la mort de cet homme politique a divisé les tendances. Vous voyez, les accusations allaient mutuellement, les gens se lançaient des pics mutuellement. Ah, c'est ceux-là qui sont à la base. Ah, ce sont les autres qui sont à la base. Donc, il y avait déjà une division autour de ça. Et de l'autre côté aussi, c'est que la clameur publique a peut-être pris beaucoup plus d'ampleur et elle a entraîné une réticence des autorités. Dans quel sens? Si la personne qui va représenter l'autorité de l'État se dit qu'ok, à cet endroit-là, probablement que je vais devoir faire face à l'hostilité de la foule ou à l'hostilité des membres de famille. Oui, c'est vrai qu'il est homme d'État, mais en tant qu'individu, il préférerait ne pas y participer et voir les choses de loin. Et parce qu'on a vu un membre de l'UDP s'être violenté à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Par exemple. Monsieur Amissi Makutano. Par exemple, et pourtant, je pense que c'est une personne qui n'avait rien à voir de manière directe à la mort de Chérubin. Je crois que c'était quelqu'un qui était pris de compassion et qui s'est juste dit qu'il allait aller pour assister aux obsèques d'un compatriote, et vous avez senti qu'il y avait une hostilité qui n'a pas de nom à son égard, vous voyez, en pleine cathédrale. Donc, je crois que ça le justifierait. Moi, je pense que c'est à la famille de jouer le rôle conciliateur. Et si l'État, ils estiment que l'État n'a pas rempli ses prérogatives, ben, qu'ils approchent les autorités qu'il faut, qu'ils discutent et voir dans quelle mesure ils pourraient obtenir compensation, si l'État leur est redevable. Alors, si la famille est unanimement convaincu que Chérubin ne s'est pas donné la mort. Le cardinal a même embrayé dans ce sens dans son homélie de mercredi. Pensez-vous aujourd'hui qu'il est important de reprendre l'enquête, rouvrir l'enquête, le dossier, où on se contente aux premières conclusions contenues dans l'enquête menée par le procureur? Tout va d'abord dépendre de ceux qui sont directement liés au défunt. Ça veut dire sa famille, ses collaborateurs directs, ses proches, c'est-à-dire les gens qui le fréquentaient tous les jours. C'est à eux de voir. Si les conclusions de l'enquête ne sont pas satisfaisantes, c'est à eux de saisir les instances qu'il faut, c'est à eux de mener les démarches adéquates pour qu'il y ait soit une autre enquête ou une révision de l'enquête, qui est des conclusions de l'enquête qu'il y a eu avant. Et moi, je pense que ça revient à la famille d'émettre un avis sur ce. Oui, justement, la famille n'est pas d'accord. La famille pense que justice n'a pas été faite. Alors, c'est à la famille d'enclencher le mécanisme qui va nous mener probablement à un résultat satisfaisant pour eux d'abord et peut-être aussi pour le reste de la communauté congolaise. Il y a un ancien ministre qui est poursuivi en ce moment pour avoir émis un avis sur cette affaire. Il est poursuivi pour imputation dommageable et propagation des faux bruits.
On attend le réquisitoire du parquet aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi? D'abord, je ne sais pas dans quelles conditions cet audio a été réalisé. Et aussi, je ne sais pas est-ce que c'est effectivement lui. Je ne le connais pas personnellement. Je le vois seulement en tant que personnalité publique. Il a été ministre. Mais aussi une question que je me suis posée. Parce que ce qu'il a dit, en fait, ce n'était rien de nouveau. C'est quelque chose qui courait déjà les rues. C'est une rumeur, si on va parler de rumeur, qui courait déjà les rues. Il a sorti une phraséologie qui était déjà répétée, qui était déjà dans les bouches des gens. Alors moi, je ne sais pas. Est-ce que cet audio va être pris dans le sens d'une personne qui fait des aveux par rapport à des faits dont il a des éléments probants, des éléments clairs, ou ce n'est qu'une rumeur ou du colportage ou une information qu'il a juste ramassée et prise comme tout le monde. Oui, il faut faire la part des choses entre ça. Oui, donc nous ne sommes pas sûrs que ce qu'il a dit était à être pris comme parole d'évangile. Non. Tout comme aussi, on ne sait pas si ce n'est juste pas ce qu'il a repris, parce que c'était déjà dit à l'époque par, je crois, un avocat belge, par certains journaux. Et il a probablement juste repris cette information et on a évidemment, il a dit qu'il a reconnu son timbre vocal dans un extrait de l'audio, mais le reste a été travaillé avec l'intelligence artificielle. Il dit avoir fait des dépositions sous pression à la DEMIAP, mais je voudrais qu'on reste à la DEMIAP, Olivier Nkwende. C'est là que la sœur jumelle de l'ancien président Kabila a été verbalisée il y a quelques jours aussi, après évidemment l'assaut sur la perquisition du siège de la Fondation Musée, mais également un dépôt de la société égale, présenté comme appartenant à la famille Kabila. Quel regard personnellement vous portez sur cette information? Personnellement, j'étais déçu. J'étais déçu parce que les choses se sont faites dans un sens où nous avons senti comme un besoin de désacraliser la mémoire de Mzee, comme un manque de respect. Vous voyez, la DEMIAP est un service sensible. Je n'entre pas dans l'aspect de juger le travail qu'elle avait à faire, mais je crois que ça aurait pu être fait autrement. Vous voyez, sans ce spectacle auquel nous avons assisté, vous voyez, des descentes musclées, les gens qui ont été brutalisés, tout ça. Je ne pense pas que c'était nécessaire. Ouais, je ne pense pas que c'était nécessaire. Je pense que le pouvoir a le monopole de la violence. Le pouvoir a le monopole de la force. Ouais. Vous voyez, donc ils ont tous les canaux possibles par lesquels ils peuvent passer pour obtenir gain de cause. Donc pour moi, je pense que c'est quand même désacralisant, c'est souiller la mémoire de Mzee, que les choses se soient faites de la manière dont elles se sont faites. Ils ont suspecté des réunions occultes qui se tiendraient là-bas à la Fondation Musée. C'est comme j'ai dit, l'État a tout ce qu'il faut. L'État a tout ce qu'il faut pour faire la lumière sur ce genre de choses. Donc ce n'était pas nécessaire de nous donner un spectacle de cette façon-là. Et d'ailleurs, la quintessence même du service de renseignement, c'est les opérations dans le secret, dans l'inconnu. Aujourd'hui, tout le monde peut parler de DEMIAP, tout le monde peut parler de ANER. C'est comme si c'était de la blague, c'est comme si c'était pris à la légère et pourtant ce sont des services sensibles. Très sensibles. C'est le noyau même qui tient un pouvoir, qui tient l'État. C'est comme la police. On s'amuse avec la police, on s'amuse avec l'armée. Or, sans l'armée, sans la police, il n'y a pas maintien de l'ordre public. Sans les services de sécurité, l'armée ne peut pas fonctionner. Sans les services de renseignement, l'armée ne peut pas fonctionner. Vous voyez, sans les services de renseignement, l'économie ne peut pas avancer. Parce que les services de renseignement ne s'arrêtent pas qu'à la guerre, espionner les opposants et tout ça. Non, il y a aussi l'espionnage économique. Oui, il y a l'espionnage culturel, il y a les services de renseignement contribuent au développement de la technologie, au développement de la science. Il n'y a qu'à voir la CIA, il n'y a qu'à voir le MI5, le MI6. Oui, non, c'est ce que je dis. Nous devons revenir aux fondamentaux.
je prie qu'il y ait ce dirigeant, si l'actuel le sera, ou le prochain, et nous avons eu la même prière avec celui qui était avant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le courage de dire, écoutez, là ça ne va pas. Là ça ne va pas et on ne peut pas continuer comme ça. Arrêtons-nous. Arrêtons-nous, essayons de voir où est-ce que nous en sommes et remettons les choses à zéro. Vous estimez que les choses ne sont pas sur les rails? Non, pas du tout. On ne fait qu'entasser le mal sur un autre, des fautes sur d'autres, et au final, ça va être la cacophonie totale. Ça fait une sorte de cocktail explosif. Explosif. Oui, un cocktail explosif. Et aussi quelque chose quelque chose que j'ai regretté par rapport à comment les choses se sont passées avec la Fondation Mzé. Ça contribue à diviser davantage la société, ça contribue à diviser davantage les Congolais. Or, avec la situation que nous vivons aujourd'hui à l'est du pays, nous avons besoin d'être cohésifs, nous avons besoin d'être unis. Vous voyez? Alors, je ne pense pas que certaines actions doivent continuer à se faire. Il n'y a pas que la Fondation Mzé, il y a des individus aussi qui subissent des humiliations, qui subissent des injustices et tout ça. Moi, je pense que la société congolaise n'a pas besoin de ça pour le moment. Nous avons besoin d'unité autour d'un problème sérieux que nous avons. La guerre et la situation socio-économique. Ce sont des problèmes très sérieux. Et nous ne pourrons pas les résoudre tant que nous ne serons pas unis autour d'une cause. Pour moi, ce n'est pas une priorité que le président de la République aille voir Kagame. Ce n'est pas à Kagame de résoudre les problèmes des Congolais. C'est aux Congolais de résoudre leurs propres problèmes. Moi, je pense que le président doit d'abord s'atteler à réconcilier les Congolais. Une fois que les Congolais seront unis, les Congolais formeront un bloc autour de son leadership. Kagame ne va pas faire ce qu'il fait. Oui, il ne fera pas ce qu'il fait parce que la population, les politiques, bien que de différents bords, seront unis autour d'un idéal, seront unis autour d'une cause. Est-ce que vous voyez notre classe politique accepter de transcender ces divergences et se mettre d'accord parce que le pays est menacé? Certains le feront, mais je pense que certains ne le feront pas. Pour la bonne et simple raison qu'ils n'y verront pas, ils n'y trouveront pas d'intérêt. Moi, je crois qu'avec cette histoire de guerre à l'Est, il y a des gens qui trouvent leur compte. Ils se font de l'argent, c'est tout un business. La guerre, c'est un business. Vous voyez, une balle de revolver, quand elle est tirée, il y a un coût. Vous voyez, le carburant qui est dépensé, déplacer des troupes, déplacer le matériel, toute la logistique que ça demande, les renseignements, les contours politico économique qu'il y a autour de ces conflits-là. Donc, je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent par rapport à toute cette situation. Et qui voudraient que ça continue. Exactement. Parce que c'est à leur avantage. Mais les véritables Congolais épris de patriotisme accepteront. Vous voyez, moi, je crois que c'est au président de la République de tendre la main à ceux qui voudront bien se mettre autour d'une table, discuter, faire table rase et voir dans quelle mesure ensemble nous pouvons avancer pour résoudre nos problèmes. Mais la méfiance semble être quand même totale entre les forces en présence qui se méfient, et ça se voit. Lui étant chef d'État, c'est comme un père de famille, il est l'élément justement qui peut désamorcer, si je peux utiliser ce mot, qui peut désamorcer ce processus qui a mis les gens en manque de confiance, en crainte d'être désavantagés s'il se rallie à telle ou telle autre cause. Moi, je crois que le président est mieux placé pour prendre les dispositions ou mettre en place les dispositifs qu'il faut pour que les Congolais se mettent ensemble. Vous voyez? Aujourd'hui, discuter avec Kagame, pour vous, ce n'est pas l'option qu'il nous faut. Je pense que ce n'est pas une priorité. Parce qu'en ce moment, il y a une délégation de haut niveau de la RDC qui est en discussion à Luanda avec la délégation du Rwanda, sous la médiation évidemment du président angolais, Joao Gonçalves Lourenço. En quoi discuter avec les Rwandais va résoudre le problème tant qu'il y aura des Congolais frustrés, tant qu'il y aura des Congolais en colère, tant qu'il y aura des Congolais épris d'un esprit de vengeance? Qu'est-ce que ça va résoudre? Rien. Il faut commencer par créer des conditions
propice pour qu'au niveau interne, nous puissions être unis. Vous voyez, qu'est-ce qui justifie la rébellion de M. Nanga? Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait des Congolais qui puissent le joindre? Qu'est-ce qui justifie la rébellion du M23 et tous les autres? Nanga, on parle des mécontentements personnels, une affaire des carrés miniers et des intérêts égoïstes. Peu importe que les intérêts soient égoïstes ou qu'ils ne le soient pas. Commençons par résoudre les frustrations internes. Vous voyez, solidifions l'ossature interne. Et de là, s'il faut discuter avec les autres, nous allons discuter. Oui, mais ne pas penser que le problème va être résolu parce que Kagame va dire un oui ou un non quelque part. Je n'y crois pas. Mais là, le problème, c'est que tous les traîtres vont être exécutés avec la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Nanga et consorts, ils sont candidats à l'exécution. Mais encore qu'il faut mettre la main sur ces fameux traîtres. Et encore qu'il faut mettre la main sur ces fameux traîtres. Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, mais dans l'entretemps, il y a des gens qui souffrent. Il y a des familles qui sont décimées. Il y a l'État qui a un gros manque à gagner en termes de revenus, en termes de collecte d'impôts, de taxes et de tout ce qui peut enrichir notre État pour que l'État, en contrepartie, soit capable de prendre ses responsabilités. Il faut prendre tout ça en compte. Vous voyez, le temps n'est pas en notre faveur. Il n'est pas du tout en notre faveur. Il y a justement le Royaume-Uni, votre pays de résidence, si on peut l'appeler ainsi, et d'autres pays, notamment le Canada, qui sont contre l'exécution de la peine de mort chez nous. Votre avis? Je ne sais pas ce qui a réellement motivé la prise de cette décision. Et aussi, ma plus grosse crainte, c'est que quels sont les mécanismes juridiques qui accompagneraient une telle mesure? Quels sont les contours? Vous voyez, parce qu'il ne faut pas tomber dans un cas où une décision pareille va favoriser les règlements de compte. Une décision pareille puisse faire tuer des innocents. Vous voyez? Donc on revient à ce que j'ai dit précédemment, les fondamentaux. Les États-Unis appliquent la peine de mort, mais les États-Unis est un pays où la justice est solide. Les juges, c'est le summum, c'est suprême. Vous voyez, on ne va pas corrompre un juge aux États-Unis comme on va corrompre un juge au Congo. Vous voyez, on ne va pas donner des injonctions à un juge ou à un magistrat aux États-Unis comme on va le faire ici au Congo. Vous voyez, le président lui-même a dit que notre justice était malade. Donc, raison de plus pour qu'il puisse dire, mettons un stop et revoyons cette justice. Mettons un stop du côté économique et revoyons dans ce domaine-là. Mettons un stop du côté politique parce que le problème vient de nos politiciens. Moi, je crois que le problème fondamental vient des politiciens. Aujourd'hui, au Congo, les gens vont en politique pour se faire de l'argent, pour s'enrichir. Et comme ils tournent à Bisso et à Kolia, ça, c'est une doctrine qu'il faut éradiquer. Totalement. Et le malheur, c'est que nous avons maintenant une classe montante, une classe de jeunes qui vient non pas pour emmener un vent progressiste, mais qui veulent se mettre au pas de ceux qui ont emmené cette idéologie de nous allons aller en politique pour nous faire de l'argent. Non, non. Il faut faire une séparation entre ce qui est l'argent de l'État et ce qui est un dû, une redevance personnelle par rapport à un travail ou une tâche exécutée. Nous devons faire cette différence. Pas avoir des visées où il faut que je me retrouve dans des positions de pouvoir, dans des positions, dans des postes de responsabilité pour me faire du pognon. Non, c'est horrible. On commence à atterrir à Olivier Nkwende. Quand on est à l'étranger et qu'on a des affaires ici, est-ce que le climat des affaires vous est propice? Est-ce qu'il vous permet d'investir? Parce que j'ai vu 2 vidéos des compatriotes qui ont investi, qui ont acheté des terres ici, qui ont investi et qui ont été dépossédés du jour au lendemain de leurs biens. Personnellement, quelle expérience aviez-vous dans le domaine de l'investissement? Est-ce que le terrain est propice à propulser des Congolais qui ont des capitaux et qui veulent investir dans leur pays? Le climat n'est pas du tout propice. C'est un domaine dans lequel j'évolue aussi. Le climat n'est pas propice. Le Congo est un pays prédateur pour les investissements.
Et aussi, vous savez... Prédateur. Très prédateur pour les investissements. C'est pourquoi les gens préfèrent aller ailleurs. Tout est compliqué ici. De l'administration à la mise en pratique, tout est compliqué. Ce n'est pas fluide. En fait. Et à tous les échelons, vous faites face à ce forcing de devenir un corrupteur. Donc le Congo s'est plus transformé en un pays qui est favorable... Pour que ça marche, il faut des pots de vin. Il faut des pots de vin. Et les pots de vin, c'est facile à donner lorsque vous avez affaire à des personnes qui viennent pour blanchir des capitaux. Vous voyez? Mais un investisseur en termes classiques, en termes des normes du terme, ne viendrait pas dans un pays comme le Congo. C'est un domaine que j'ai étudié aux universités, au Royaume-Uni. Il y a des principes. Parce que d'abord, il faut savoir qu'il y a ceux qu'on appelle les investisseurs et il y a ceux qu'on appelle les entrepreneurs. Ils sont différents. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Alors, les entrepreneurs peuvent encore s'en sortir, mais que ça serait très difficile déjà. Mais les investisseurs, là où il faut tout un collège pour prendre certaines décisions, c'est très difficile. Pourquoi? Pour qu'il y ait investissement, il faut voir l'environnement politique d'où vous allez aller. Il faut voir l'environnement économique. Il faut voir l'environnement, comment ça s'appelle en français, judiciaire, le système légal de l'endroit où vous allez aller. Il faut voir le niveau d'élévation technologique. Il faut voir la culture de l'endroit où vous allez vous présenter. Et quand vous mettez le Congo, partout, il coche rouge, 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 rouge. Un investisseur ne viendra pas dans un pays comme le Congo. S'il vient ici, quelle garantie il aurait qu'en cas de problème, il serait protégé par la justice? Il n'y en a pas. Quelle garantie ils vont avoir qu'en venant au Congo, par exemple, il y a les routes qu'il faut, qu'il y ait la logistique qu'il faut? Vous voyez, c'est très, très, très compliqué. Et au-delà de tout, c'est la prédation, la corruption. Le business n'aime pas la corruption. Le business n'aime pas l'instabilité politique. Sauf les mafieux. Les mafieux, ils aiment ça. Mais bien sûr, puisqu'ils doivent blanchir les capitaux. Ouais. Vous voyez, donc non. Le Congo, pour le moment, n'est pas un pays propice aux affaires. N'allons pas loin. Mais pourtant, Tata Mokonza, qu'on est partout, que le investisseur, est-ce qu'on peut dire qu'on comprend pourquoi ils viennent pas? Parce qu'ils font des études de terrain et ils s'assurent. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, et je pense que ce n'est même pas au président de la République de le faire. Il n'a pas besoin de le faire. Il a des itinérants, il a les ambassades, il a les services de renseignement, il a tout ce qu'il faut pour que ces gens aillent de partout et convaincre et trouver, dénicher et ramener. Mais pourquoi personne ne vient? Et nous aurions eu aussi des personnes qui viendraient volontairement si la publicité du Congo était bonne. Le business marche avec ce qu'on appelle success stories. Une réussite d'un investisseur, une réussite d'un entrepreneur racontée ailleurs va stimuler les autres pour venir. Mais quand tout le monde sort du Congo et raconte les méfaits, comment est-ce que vous voulez que les gens viennent ici? Ils ne viendront pas. Quand les gens vont se rendre compte qu'au Congo, il y a la guerre, il y a le désordre, il n'y a pas de justice, qu'il paraît que la justice est malade, qui ira investir dans un pays où la justice est malade? Qui ira investir dans un pays pareil? Donc nous revenons à ce que j'ai dit. Les fondamentaux. Les fondamentaux. Les fondamentaux. On a fini pour aujourd'hui, Olivier Ngwende. Regardez la caméra en face de vous. Adressez-vous à nos téléspectateurs qui vous ont suivi aujourd'hui dans Politicon. Vous avez la parole. Je n'ai rien de particulier à dire. Je crois que l'essentiel a été dit par rapport aux thématiques que nous avons développées ici. Mais dans l'entretemps, je vais dire qu'il faut que nous puissions avoir un éveil de nos propres consciences. Et nous devons nous remettre en question. On ne peut pas continuer à fonctionner tel que nous fonctionnons aujourd'hui. Et à nos leaders, à ceux qui nous dirigent, je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne le courage de se lever et dire « Stop, arrêtons-nous un peu là, voyons d'où nous sommes partis, voyons où nous en sommes, voyons où est-ce que nous voulons venir et travaillons sur des fondamentaux qui vont nous permettre à ce que nous puissions repartir sur des bonnes bases, sur une refonte et une réforme de l'État congolais. C'est ce dont le Congo a besoin. Ce ne sont pas des élections, ce ne sont pas des arrangements et des combines qui permettront à tel ou tel individu de se retrouver au mangeoire. Non. Moi, je pense que le président de la République,
puisqu'il est le premier citoyen de la République, Ouais. devrait prendre courage et dire à tous les Congolais qu'il y a un ça ne va pas, il faut que nous mettions un stop, que nous nous mettions ensemble et réfléchir. Réfléchir de manière correcte, réfléchir de manière concise pour arriver à de meilleurs résultats. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous aussi. Bien. J'espère que vous vous êtes bien régalés en regardant cet entretien avec Olivier Nkwende, Congolais, à cheval entre Kinshasa et Londres. Salutations à l'importante communauté londonienne qui nous suit là-bas et à tous ceux qui nous regardent partout. On se retrouve ce soir pour un autre numéro sur notre chaîne. Continuez à vous abonner. Est-ce que vous le faites? Salut!